tu veux bien. Donc, nous accueillons aujourd'hui l'équipe du SAMNI, représentée par Madame Goua, qui est coordinatrice scolarité insertion, Madame Leblanc, responsable du SAMNI, et Madame Martinez, si je ne me trompe pas, qui est psychologue. Elles vont intervenir à 3 voix, donc pour vous présenter le service d'accompagnement des mères lycéennes qui intervient donc dans la région donc des Yvelines. Donc, si vous voulez prendre la parole. Oui. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir invités à participer à ce webinaire. Ah, oui. Alors, je ne sais pas qui essaie. C'est Madame Amiette, je pense. Marie-Odile, on ne t'entend pas. Si tu veux communiquer peut-être par écrit. Oui, présenter effectivement les autres personnes, Marie-Odile. Oui, car effectivement, la présentation va démarrer avec l'équipe du SAMNI, donc une présentation à 3 voix. Et ensuite, on a effectivement nos consoeurs et confrères qui vont intervenir. Malheureusement, je n'ai pas le nom, mais si vous voulez vous présenter avant que le SAMNI prenne la parole, vous pouvez, si vous êtes présent. Ou sinon, ça se fera dans un autre temps. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend, allez-y, on vous entend. Vous êtes? Voilà, je parle au nom de Alassane Mbaye. D'accord. Donc, vous allez intervenir par la suite, c'est ça? Alassane, qui a des Sénégal. Voilà, je parle au nom de l'association. Alassane, c'est ça? En milieu scolaire. D'accord. Donc, vous prenez la parole juste après la présentation, c'est bien ça? Oui. Marie-Odile me confirme que oui. Ok. Très bien. Donc, bienvenue la parole à l'équipe du SAMNI. On va démarrer. Et je me permets juste de me présenter. Je suis Marie de Giannini. Je suis également coordinatrice scolarité insertion et j'interviendrai également pour présenter le dispositif avec mes collègues. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer. Est-ce que c'est possible de couper les micros? Je m'entends. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous de nous avoir conviés pour ce webinaire. Nous sommes ravis d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Donc, nous sommes en France, en Île-de-France, et voilà, c'est une opportunité pour nous aussi de connaître un peu mieux comment ça fonctionne dans vos territoires respectifs. Donc, moi, je me présente, je suis Laurie Leblanc, je suis responsable au service d'accompagnement des mères lycéennes sur le département des Yvelines et du Val d'Oise, ces 2 départements qui se situent en Île-de-France. Mes collègues vont se présenter par la suite. Donc bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Laurie, on vous remercie du coup d'être présent aujourd'hui. On est très content de pouvoir échanger avec vous. Et donc moi, je suis Lisa Goy, coordinatrice scolarité insertion pour le département des Yvelines. Donc il y a un des 2 territoires d'intervention de notre responsable. Et bonjour, je me suis présentée précédemment, mais je suis Marie de Giannini, coordinatrice scolarité insertion sur le département du Val d'Oise en Île-de-France également. Et je suis ravie de pouvoir présenter le dispositif aujourd'hui.
Et bonjour, ravie de même. Moi, je suis Inès Martinez et je suis psychologue au SAMELI, donc sur les 2 départements des Yvelines et du Val d'Oise. Donc notre service, c'est le SAMELI, service d'accompagnement des mères lycéennes. Il dépend de l'association des PEP 75-78, pupilles de l'enseignement public. Donc c'est une association qui dépend d'une fédération et qui en fait milite pour le droit à l'accès aux loisirs, à la culture, à l'éducation et aux vacances pour tous. L'origine de notre association, en fait, c'est du fait que en France, il y a ce qu'on appelle les services de l'APAD. Il y en a un par département. C'est un service qui permet aux élèves qui sont absents pour des raisons de santé, donc sous certificat médical, de bénéficier d'heures de cours à la maison, donc à domicile, à l'hôpital ou dans tout autre lieu qui pourrait être propice à une rencontre pour éviter le décrochage scolaire. Donc nous, c'est vraiment notre association qui gère ce dispositif-là, mais sur le département de Paris. Et donc, ils se sont rendus compte que si ça marchait bien pour lutter contre le décrochage scolaire des élèves en général, il y avait un besoin un peu plus spécifique pour les jeunes femmes qui étaient enceintes ou qui étaient mères, parce que venaient s'ajouter là des difficultés un peu plus complexes et un besoin d'accompagnement plus précis pour ces situations-là. Donc le SAMELI, il est présent sur 6 départements en Île-de-France et l'équipe, elle est composée d'une directrice, de 3 responsables de service, 6 coordinatrices scolarité insertion et 3 psychologues. En fait, on est organisé par pôle au sein de notre dispositif. En fait, il y a 2 départements forment un pôle et donc voilà, on s'organise comme ça. En moyenne, par an, il y a 270 jeunes femmes qui sont accompagnées sur notre dispositif, sur toute l'Île-de-France. Donc, les actions de notre pôle Ouest, elles couvrent notamment l'ensemble des Yvelines. Et dans ce cadre, on s'inscrit dans une démarche d'aller vers, en rencontrant les jeunes directement dans leur lieu de vie. Ce choix, il est à la fois lié à l'étendue du territoire, mais aussi au fait que ces jeunes soient souvent peu mobiles du fait de leur grossesse, de la présence d'un enfant en bas âge, voire de leur minorité. Et donc, ça nous amène à proposer des entretiens à domicile, mais aussi au sein de structures partenaires, qui peuvent être mobilisés soit pour la mise à disposition de locaux, ce qui permet de garantir un cadre confidentiel, soit dans une logique de travail partenarial autour des situations. Et enfin, nous proposons à la fois des accompagnements individuels et collectifs que nous pourrons détailler plus par la suite. Donc, pour vous parler un peu plus de nos missions, donc nous avons 3 missions. La première, c'est la lutte contre le décrochage scolaire des élèves enceintes ou mères. La deuxième, c'est la lutte contre l'exclusion et l'isolement des jeunes femmes. Et la troisième, c'est soutenir la parentalité des jeunes femmes et la mise en place du lien mère-enfant. Ces 3 missions, elles sont complémentaires parce qu'on observe sur nos territoires qu'il suffit pas juste d'avoir un établissement scolaire pour pouvoir poursuivre sa scolarité. On observe que il y a différents facteurs de décrochage scolaire, que ce soit sur le plan des fois parfois familial, social, au niveau de l'hébergement. Pour ce qui est de l'exclusion, on observe aussi que les jeunes femmes qu'on accompagne, elles sont souvent éloignées des services de droit commun. Elles n'ont pas toutes forcément connaissance de leurs droits et notre but, c'est de pouvoir les orienter vers ces différents services et ces différents partenaires pour qu'elles puissent être accompagnées globalement dans leur situation sur différents aspects. On remarque aussi que ces jeunes femmes, elles sont souvent isolées. Elles vivent une période de grossesse qui peuvent, où elles sont elles peuvent se montrer assez vulnérables parce qu'il se passe beaucoup de choses pour elles, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Donc elles sont en période de grande vulnérabilité et justement c'est là où on peut favoriser on peut mettre des choses en place pour favoriser la création de liens entre elles. On vous en parlera un peu plus tard dans notre présentation. Et pour finir, pour le fait de soutenir la parentalité, effectivement, comme j'ai dit précédemment, c'est une aventure pour elles, un bouleversement dans beaucoup de choses, et on propose également différentes actions pour la mise en place du lien mère-enfant.
Alors, pour l'accompagnement global, donc il est gratuit. Il est basé sur la libre adhésion parce que c'est important pour ces jeunes femmes quand on leur présente le service qu'elles puissent prendre une décision par elles-mêmes, parce que on remarque aussi bien souvent que dans les schémas, dans les différents schémas qu'elles ont pu vivre dans leur parcours, on a beaucoup pris des décisions pour elles, et c'était important qu'elles puissent avoir connaissance de tout ça et de prendre la décision par elles-mêmes. On intervient aussi une fois le délai légal d'IVG passé, parce que on estime ne pas être formé à ça. Il y a d'autres professionnels pour pouvoir les accompagner dans ce choix-là, et notre but n'est pas non plus de les influencer dans leur choix. Donc le délai légal en France, le délai légal d'IVG, il est de 14 semaines et 16 semaines aménorées. L'accompagnement, il est possible pendant 2 ans. Il peut s'arrêter à tout moment si elle le souhaite, ou si dans notre accompagnement on estime qu'elles n'ont plus besoin d'être accompagnées parce qu'elles ont été orientées vers les dispositifs qui étaient adaptés. Et l'accompagnement, il est aussi ouvert aux jeunes femmes qui sont rattachées à un établissement scolaire ou qui sont déscolarisées depuis moins d'1 an et qui souhaitent de nouveau reprendre une scolarité. Et je tiens à préciser que si on accompagne une jeune femme qui est mineure, il faut obligatoirement l'accord d'un de ses 2 parents. Alors, donc concernant les contextes sociaux qui sont observés souvent sur les jeunes femmes qu'on accompagne au SAMELI, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui étaient récurrentes et communes. Il n'y a pas de profil type, on ne pourrait pas dire qu'il y a un profil type, toutes les jeunes femmes qu'on accompagne sont comme ci ou comme ça. En revanche, en raison notamment des critères d'admission que Marie vient de vous présenter, il y a quand même certaines tendances, entre guillemets, qui se dessinent avec des problématiques, comme on l'a dit, qui étaient assez récurrentes. Donc d'abord, en termes d'écart d'âge, il y a quand même un écart d'âge qui est très important, puisque en 2025, dans les Yvelines, la plus jeune était âgée de 11 ans et la plus âgée de 23 ans. Donc vous imaginez bien qu'avec un tel différentiel, il y a des besoins qui sont complètement différents selon l'âge de la jeune femme et la situation de cette jeune femme. Donc ça demande un accompagnement au cas par cas, avec une adaptation des professionnels aux problématiques rencontrées à chaque âge, puisque d'ailleurs il y en a 44% des jeunes femmes qu'on accompagne aussi dans les Yvelines qui sont mineures. Donc elles n'ont pas les mêmes droits que les majeures, et ça demande du coup une adaptation et une réflexion vraiment fondée selon leur âge, encore une fois, et leur situation de minorité ou de majorité. Ce qui est important aussi de mettre en évidence, c'est que nous, sur le territoire, pareil aussi des Yvelines, à l'entrée, aucune des jeunes femmes qu'on accompagnait ne possédait son propre logement. Il y avait d'ailleurs 42% d'entre elles qui étaient hébergées au domicile parental. Donc, ce qui peut paraître plutôt protecteur, et c'est le cas pour certaines parce que les familles peuvent être un grand soutien pour certaines jeunes femmes. Mais malheureusement, on a aussi constaté que pour certaines, les relations familiales, elles étaient souvent tendues avec parfois des conflits importants qui soit préexistaient à la grossesse, soit venaient se créer ou s'accentuer à l'annonce de la grossesse, avec parfois justement des mises à la porte de certains parents ou de certaines familles au moment de l'annonce de la grossesse, ou parfois des difficultés à trouver sa place en tant que mère quand on est avec ses propres parents, qui n'ont pas forcément la même vision de l'éducation, etc. Donc voilà, il y a aussi parfois des conflits familiaux. Pour les autres jeunes femmes qui ne sont pas hébergées au domicile parental, on a une large part des femmes qu'on accompagne qui sont hébergées qui sont confiées à l'aide sociale à l'enfance. Donc ça peut être soit en foyer, soit en famille d'accueil, ça peut être en centre maternel aussi parfois, mais c'est aussi malheureusement beaucoup en hôtel, et donc avec il faut quand même s'en rendre compte, une prise en charge qui n'est pas au quotidien. Et donc les jeunes femmes, elles peuvent aussi être très isolées, c'est ce que disait Marie tout à l'heure. C'est vrai que les jeunes femmes, elles peuvent être isolées de manière quotidienne, et ce qui peut aussi poser beaucoup de problématiques pour elles. Et aussi, parmi ces jeunes femmes qui sont isolées, il faut savoir que c'est très souvent, malheureusement, qui sont en hôtel surtout, les MNA, donc mineurs non accompagnés, pour lesquels vient en plus s'ajouter la question de l'exil, des ruptures, des traumatismes liés au parcours migratoire et de l'éloignement géographique
de leurs proches, qui peut créer parfois une perte de repères dans une situation qui est déjà vulnérable, l'annonce de la grossesse, qui n'était pas forcément le projet initial, etc. Donc avec beaucoup, encore une fois, de précarité, de difficultés, etc. On a aussi remarqué que les jeunes femmes qu'on accompagnait, elles avaient souvent peu de ressources financières, en tout cas à l'entrée, et une méconnaissance, donc comme le disait pareil Marie, de leurs droits, et donc parfois des conditions matérielles qui n'étaient pas favorables ni pour elles ni pour l'arrivée du bébé. Voilà, on a aussi, alors ça c'est assez important aussi malheureusement, constaté qu'une très large majorité des jeunes femmes qu'on accompagnait ont en tout cas fait mention de violences dont elles ont été victimes. Il y a donc 72% d'entre elles qui ont fait mention de violences dont elles auraient été victimes. Ces violences, elles sont de tout type. Elles peuvent être aussi, à la fois de l'environnement extérieur, de la famille, du couple, de plein d'environnements, et elles peuvent se cumuler. On a beaucoup de jeunes femmes qu'on accompagne, malheureusement, qui ont été victimes de plusieurs types de violences qu'elles cumulent et qui vont créer des traumatismes, qui viennent s'ajouter les uns aux autres et créer des traumatismes parfois complexes, donc qui sont aussi difficiles pour ces jeunes femmes. Et donc, ça nécessite pour nous, en tant que coordinatrice, psychologue, responsable, etc., en tout cas au SAMELI, de vraiment prendre en compte ces contextes de précarité et d'isolement social, avec parfois des repères familiaux qui peuvent être instables, soit par l'isolement géographique, la séparation géographique, soit parfois au sein des familles, comme on le disait, pour lesquelles la grossesse, elle vient, comme on le disait, accentuer ou raviver des difficultés parfois préexistantes. Mais il est quand même important de rappeler que, bien sûr, nous, les jeunes femmes qu'on accompagne, elles ne représentent pas forcément l'intégralité des grossesses qui surviennent à l'adolescence, puisque évidemment, ce sont des jeunes femmes qui ont accepté d'être accompagnées et qui ont connaissance du service. Il y a plein de jeunes femmes, malheureusement, qui sont enceintes et scolarisées, qui n'ont pas forcément connaissance de notre service. Et de la même manière, il y a aussi d'autres jeunes femmes qui peut-être n'ont pas tout à fait les mêmes besoins. En tout cas, là, nous, c'est vraiment ce qu'on repère parmi les jeunes femmes qu'on accompagne. Là, je parlais à l'instant donc des violences. Dans le cadre de l'accompagnement justement sur la question des violences, on essaye d'utiliser des outils parce que parfois, nous, les jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes en construction et elles ont parfois des difficultés à identifier des comportements violents dont elles peuvent être victimes, ou aussi parce que justement, elles ont tellement été confrontées à la violence que finalement, elles la banalisent ou elles l'identifient comme quelque chose de normal. Donc c'est la raison pour laquelle on essaie d'utiliser un peu ces types d'outils, donc tels que le violentomètre que vous voyez tout à gauche. Au milieu, c'est le michetomètre, comme il est appelé, qui permet d'identifier si on est dans une situation à risque de prostitution. Et à droite, ça va être l'échelle de la violence conjugale en périnatalité, pour permettre aux jeunes femmes d'identifier aussi si le comportement de leur compagnon ou de leur compagne est acceptable, entre guillemets, en tout cas qu'il n'y ait pas de violence sous-jacente, et qu'elles puissent, elles, identifier les choses et peut-être être orientées vers des services lorsqu'elles identifient qu'elles sont victimes. Alors, au-delà donc des caractéristiques purement sociales, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les caractéristiques scolaires, en tout cas la situation scolaire. Donc, on a le rapport d'activité notamment avait mis en évidence que 56% des jeunes femmes sont scolarisées à l'entrée dans le dispositif. Ce qui veut aussi dire que il y a aussi une part importante des jeunes femmes qu'on accompagne qui, dès l'entrée, sont déjà en situation de décrochage scolaire, voire parfois déscolarisées, et que donc elles sont déjà, comme on disait, dans une forme d'exclusion sociale ou scolaire et d'isolement, et que l'enjeu de la remobilisation scolaire est encore plus important et qu'elles doivent être accompagnées dans cette scolarisation, dans cette poursuite ou reprise de scolarité, parce qu'elles en sont déjà un petit peu éloignées. Il y a 44% des jeunes femmes accompagnées donc dans notre territoire des Yvelines qui sont dans des filières professionnelles, et ce sont majoritairement des filières du soin, de la petite enfance, de la vente ou de l'accueil. Donc ce sont des filières qui sont très tournées vers l'autre, vers le contact avec l'autre, etc. Donc on n'a pas les outils, en tout cas on n'a pas développé d'outils nous permettant d'analyser vraiment cette situation, mais c'est vrai qu'on a quand même remarqué ça, qu'elles étaient beaucoup dans des filières de tournée vers l'autre. Donc peut-être que ça a un lien, on n'a pas fait d'études là-dessus, mais ça a peut-être un lien. Et donc, en raison de toutes ces caractéristiques, aussi bien sociales que scolaires, on a des principaux partenaires orienteurs. Donc d'abord, le premier, c'est l'éducation nationale. Donc ça va vraiment être les assistantes sociales, les infirmières scolaires, ça peut être aussi les CPE, parfois même des enseignants, mais
Enfin, en tout cas, moi, dans les Yvelines, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Au coude à coude, il y a donc tout ce qui est secteur de la périnatalité, donc aussi bien les PMI, les maternités, les hôpitaux, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la périnatalité. Puis vient l'ASE à hauteur à peu près de 15% d'orientation, donc l'aide sociale à l'enfance. Comme on le disait, ça peut être les hôtels, les services, voilà, les différents services de l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, donc il y a le bouche à oreille. Donc là, ça va être les jeunes femmes qui, quand une jeune femme a une amie qui est enceinte, elle peut lui parler du service en disant voilà, moi aussi quand j'étais enceinte, j'ai contacté ce service, etc. Donc nous, ça nous est arrivé plusieurs fois sur les Yvelines cette année que des jeunes femmes nous contactent directement grâce à une amie qui les avait informées de l'existence de notre service lorsqu'elles étaient enceintes, par exemple, ou même une fois mères pour certaines. Et il y a aussi d'autres partenaires orienteurs, que ça peut être, nous dans les Yvelines, ça a beaucoup été les lieux d'hébergement des jeunes femmes accompagnées aussi, des foyers de jeunes travailleurs, des centres d'hébergement d'urgence, ce genre de choses. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement proposé par les coordinatrices, donc nous, on intervient autour de 2 axes, donc le projet scolaire et la situation de la jeune femme. Pour ce qui est du projet scolaire, on travaille avec elle l'élaboration du projet d'orientation, où là, on va vraiment faire plusieurs entretiens avec elle et partir de ses envies à elle en termes de scolarité, pour encore une fois qu'elle puisse choisir, qu'elle puisse prendre la décision elle-même de ce qu'elle a envie pour la poursuite. On va avoir tout ce qui est aussi aménagement de l'emploi du temps, où là, on va se mettre en lien régulièrement avec les différents établissements scolaires pour voir ce qui est possible de faire, par exemple, si c'est possible de la dispenser de certains cours, le report de stage, le report d'examen également. On aide aussi à la mise en place de la PAD qu'a présenté Laurie tout à l'heure. Et autour de la situation de la jeune femme, on échange régulièrement avec les professionnels intervenant autour de la situation. Donc ça peut être par exemple les sages-femmes de la PMI, les assistantes sociales scolaires, les infirmières scolaires, voilà pour vraiment accompagner au mieux la jeune femme. Et on l'accompagne aussi dans tout ce qui va être recherche de mode de garde. Donc on travaille avec elle les demandes de place en crèche ou d'assistante maternelle. Voilà. Et également, on observe que 71% d'entre elles ont la sécurité sociale à l'entrée du dispositif et 100% d'elles ont la sécurité sociale à la sortie du dispositif. Pardon, j'enlève le micro. Donc la grossesse à l'adolescence, elle s'inscrit dans un enjeu où il y a double transition, puisqu'il faut devenir adulte tout en devenant mère. Donc déjà, l'adolescence, c'est une phase où il y a beaucoup de remaniements, des transformations biologiques, psychiques, sociales. Les jeunes, elles doivent s'approprier un corps qui est en changement, elles doivent s'individuer, s'autonomiser, faire leurs propres choix. Elles vont d'ailleurs beaucoup s'appuyer sur les pairs. Donc l'adolescence, elle s'accompagne d'une instabilité émotionnelle, d'une image centrale du regard des autres. À cela s'ajoute aussi une maturation cérébrale qui est inachevée et qui va conduire à des décisions davantage guidées par l'émotion, par l'immédiateté, et avec des difficultés à se projeter et à anticiper. Et à ça vient se superposer la grossesse, qui peut elle aussi renforcer un malaise face au corps qui change et qui nous échappe. La grossesse, elle va réactiver l'histoire personnelle concernant les liens familiaux, mais aussi parfois des vécus violents. Donc ça pose la question de la transmission, du rapport à ses propres parents, aux parents qu'on veut être, et ça peut raviver des traumatismes. Donc en conséquence, la mère, elle peut surinvestir l'enfant, qui des fois sera vécu comme un objet, un peu de valorisation, qui donne un statut social ou qui va venir réparer des vécus infantiles douloureux, réparer des vécus infantiles. Et puis des fois, ça va être l'enfant va être désinvesti justement parce qu'il renvoie lui-même à des expériences douloureuses, notamment quand c'est par exemple dans des rapports non consentis. Après la naissance, il va y avoir aussi un écart
entre ce que la personne peut imaginer de l'enfant et l'enfant réel, et aussi en fonction des contextes de vie, le vécu de la grossesse et de la maternité sera influencé. Comme le disait Lisa tout à l'heure, les jeunes placées, elles peuvent faire face à un isolement affectif. Les jeunes en situation d'exil, elles sont dans des ruptures familiales et culturelles, et celles qui vivent au domicile parental, elles peuvent rencontrer des difficultés à se positionner comme mère. Et donc tout ça, ça va fragiliser la relation mère-bébé, avec des fois des attentes irréalistes, ou un possible retrait affectif, des difficultés à comprendre les besoins du nourrisson, ou à l'inverse, une relation trop fusionnelle. Donc l'ensemble de ces remaniements, ça rend ces jeunes particulièrement vulnérables, avec des fois des risques de dépression du postpartum. Mais je tenais aussi à souligner que ces difficultés, ça ne traduit pas une incompétence maternelle, mais bien des besoins spécifiques d'accompagnement. Et c'est de là que vient justement l'importance d'un accompagnement qui est global et qui inclut un accompagnement psychologique pour leur permettre, entre autres, de comprendre leur bébé, de trouver leur place de mère, de prendre confiance en leurs capacités sans se sentir jugés, et puis de mettre du sens sur les vécus. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment de favoriser une parentalité qui est sécurisante et des liens stables et soutenants. Donc concrètement, l'accompagnement psychologique s'inscrit dans un cadre structuré et souple. Il y a 2 rencontres qui sont systématiques, lors du premier rendez-vous de présentation, et puis suite à l'accouchement pour un entretien qu'on appelle postnatal précoce, qui en fait va permettre de repérer des risques ou des signes de dépression du postpartum. Ensuite, le suivi, il repose sur le principe de libre adhésion. Donc les jeunes peuvent solliciter un accompagnement régulier ou ponctuel en fonction de leurs demandes, et c'est vraiment très important pour faire avec elles et pas à leur place. Voilà, ça permet de créer un lien de confiance. Aussi, le travail du psychologue, il est possible grâce à une dynamique collaborative en lien étroit avec les coordinatrices qui, elles, accompagnent les jeunes au quotidien. En entretien individuel, l'accompagnement, en fait, il peut porter sur tout. Ça peut être sur le passé, sur le présent, sur le futur. Des objectifs, entre guillemets, ça peut être de leur permettre d'intégrer des événements de vie qui sont parfois marqués, comme on disait, par des violences, par des ruptures. Ça peut être de mieux comprendre leur fonctionnement, de réguler leurs émotions au quotidien, de s'approprier leur rôle de mère et parfois lever certains freins dans l'accompagnement. Et le travail du psychologue permet aussi, lorsque nécessaire, de proposer une orientation vers des services de santé mentale. Voilà. Et enfin, la psychologue donc co-construit et co-anime les actions collectives. Donc, pour vous parler un peu plus des actions collectives, les actions collectives, il y en a plusieurs. Donc, on propose des ateliers mère-enfant ou entre mères. Donc, ça peut, par exemple, être des ateliers peinture avec leurs enfants pour favoriser la création de liens, ou alors des groupes de parole entre mères pour qu'elles puissent avoir un espace de parole où elles peuvent verbaliser leurs émotions et également échanger et se sentir moins seul en échangeant sur différentes thématiques. On propose également des sorties à la journée à destination des mères et des pères ou compagnons durant les vacances, des stages de révision dans les départements où là les jeunes femmes vont pouvoir réviser leurs cours. En tout cas, voilà, ça permet d'éviter le décrochage. Et on propose également 4 séjours par an qui sont des séjours lien mère-enfant ou soutien à la scolarité. Donc oui, comme vous disiez Marie, on propose 4 séjours par an qui sont organisés donc dans nos centres PEP 75-78, donc soit à Sarzeau ou Pouliguen, au bord de la mer. Les séjours, ils se déroulent de la façon suivante. Il y a une responsable de service, 2 coordinatrices scolarité insertion et une psychologue qui partent pour 5 jours en train dans les centres avec 10 diades mère-enfant ou des femmes enceintes. Pour les séjours, il y a 2 types de séjours. Il y a le séjour de type remobilisation scolaire et le séjour de type soutien au lien mère-enfant. La simple différence, c'est que ce séjour remobilisation scolaire, on va venir embaucher des professeurs de l'éducation nationale qui vont donner cours aux mères le matin pour leur permettre de réviser, parce que finalement, réviser avec un enfant, c'est pas toujours simple, pendant que leurs enfants sont gardés par des professionnels petite enfance pendant toute la journée pour leur permettre de faire leur activité.
Et le séjour soutien lien mère-enfance, c'est un séjour un peu différent, c'est-à-dire que là, il s'adresse plus aux mères qui ont repéré avoir certaines difficultés à tisser du lien avec leur enfant, puisque finalement, c'est pas simple aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a 4 mois, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a 2, 3 ans. Et donc, c'est tout le travail, nous, pour l'équipe, de programmer, en fait, de planifier, de faire un planning qui serait adapté aux besoins qu'on repère et aux demandes des mères. Il peut y avoir plusieurs activités, groupes de parole, aussi autres, groupes de parole, visite de la région, des ateliers de prévention avec des professionnels. Enfin voilà, c'est très libre. Donc, même si l'accompagnement est centré sur la mère, il y a toujours une vigilance constante de l'équipe entière à la sécurité et au bien-être de l'enfant. Ça passe déjà par une sécurité physique, en s'assurant que l'environnement ne présente pas de danger immédiat. Donc, quand on va à domicile, pas de fenêtre ouverte, enfin voilà, pas de risque de chute, d'étouffement ou autre. Il y a aussi une observation du bébé, de sa posture, de sa psychomotricité, ses capacités de séparation, son rapport au jeu et à l'autre. Et c'est des éléments qui permettent d'évaluer si son développement est en adéquation avec son âge et puis repérer aussi la qualité du lien d'attachement avec la mère. Et lorsque des fragilités sont repérées, ça nous amène à proposer des orientations vers des services qui sont spécialisés. Et il y a les actions collectives, les sorties, les séjours dont on parlait, qui sont des supports très importants, justement, déjà pour favoriser la socialisation de l'enfant, mais aussi pour observer son développement et puis les dynamiques relationnelles dans différents contextes. Et enfin, en cas de danger suspecté ou avéré, on peut faire des informations préoccupantes ou des signalements. Donc l'enjeu, c'est vraiment de garder en permanence une double attention, à la fois au vécu de la mère et au développement et à la sécurité de l'enfant. Et d'un point de vue un peu plus pratique, entre guillemets, notre accompagnement, il est aussi en direction de l'enfant, puisque lorsque, par exemple, on permet un accès aux droits pour la mère et pour l'enfant, c'est forcément bénéfique pour la diade entière. Donc, par exemple, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qu'on accompagne qui, au début, n'ont pas de couverture, enfin, pour certaines qui n'ont pas de couverture maladie et pas de couverture pour l'enfant non plus. Alors qu'à la sortie, normalement, elles sortent toutes avec une couverture médicale et un suivi régulier pour la mère, mais pour l'enfant aussi. De la même manière, lorsqu'on oriente vers des structures ou des associations spécifiques, par exemple des associations de dons pour des jeux, des jouets, des vêtements. Dans le cadre aussi des actions collectives, on peut organiser des donneries pour que vraiment l'enfant ait aussi soit dans les conditions matérielles suffisantes. C'est aussi le cas lorsqu'on cherche des lieux d'hébergement ou de logement qui soient confortables pour la mère et l'enfant, et aussi lorsque, bien évidemment, on va orienter vers des services différents, donc comme on disait tout à l'heure, de soutien à la parentalité, etc. Donc là, vous trouvez nos contacts, avec notre adresse mail. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis maintenant, là, vous trouvez quelques petites photos des actions collectives et des séjours qu'on peut réaliser. C'était pour vous imaginer un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué depuis tout à l'heure. N'hésitez pas maintenant, si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. En tout cas, merci. Je reprends la parole. Merci beaucoup pour la présentation qui était de qualité et puis surtout pour votre investissement auprès de ces jeunes femmes, femmes enceintes et effectivement ces jeunes mères. Parce que comme vous l'avez dit, elles ont besoin effectivement des besoins spécifiques d'accompagnement. Et effectivement, il y a également ce risque de dépression postpartum qui est plus augmenté chez elles. Donc, merci. Alors, il y a une question. Est-ce que vous m'entendez ou pas, Stéphanie, vous m'entendez? Non, oui? Oui. Ok. C'était juste pour, comme il y avait potentiellement des questions, pendant ce temps-là, est-ce que vous pourriez remettre les contacts de... Voilà, super, parce qu'il y avait cette question-là. Alors, il y a des participants au webinaire qui souhaiteront sans doute se manifester. Alors, je me permets de donner leur nom. Vas-y. Venant du Sénégal, il y a Alassane Mbengue qui s'est présenté juste au début. C'est un ancien inspecteur d'académie à Matam. Mariam Dia, principale du collège de Canel 1. Monsieur Gomis, professeur de français au lycée de Ourossogui. Au Togo, Landry Mbello, directeur préfectoral du centre social commune des Lacs 1. Sandra, responsable maison des associations de Hanégo. Et Bénin, Fanou Mathias, directeur de l'hôpital de zone de Lokossa.
le docteur Adéossi Farel José Adeyemi, directeur de l'hôpital de Comé, Dansou Mathieu, responsable du centre social de l'OCOSA, et Bédé Loriano, responsable de l'association Youth for Challenge. Je crois que ces personnes étaient prêtes à donner leur contribution justement à cet échange sur cette thématique-là. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci. Bonjour. 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 Comme dit, je vous parle du Sénégal et je voudrais partager avec vous l'expérience institutionnelle en ce qui concerne l'accompagnement des mères lycéennes, comme vous le dites. Chez nous, ça peut être des collégiennes également. Je vais juste axer mon intervention sur 3 points rapidement. Le premier, au niveau institutionnel, concerne une période où véritablement l'institution avait une réglementation très sévère par rapport aux élèves qui tombaient en état de grossesse. Cela a été officialisé en 1989 par une note ministérielle qui demandait d'exclure des établissements les élèves filles qui tombaient en état de grossesse et même les auteurs. Ainsi, donc il n'y avait pas d'accompagnement, il y avait plutôt une exclusion. Donc, de ce point de vue, les filles mères étaient laissées à elles-mêmes jusqu'en 2007. Alors, entre-temps, j'ai eu à vivre des expériences parce qu'à un moment donné, j'étais devenu vice-proviseur et à la fin de l'année, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abandon et c'était pour l'essentiel des filles. Et c'est par la suite que j'ai appris que c'est plus les mariages ici que les grossesses. Parce que la réalité au Sénégal, c'est davantage les mariages précoces et après viennent maintenant les grossesses, qu'elles soient désirées ou non désirées. Ça, c'est des concepts que nous utilisons au plan institutionnel pour faire la part des choses. Alors donc, malgré la législation, j'ai eu quand même à au moins leur donner une faveur, la possibilité de continuer l'école, c'est-à-dire d'éviter le décrochage. Et par la suite, j'ai eu l'initiative de créer une association avec d'autres enseignants et d'autres bonnes volontés qui ne sont pas de l'éducation. Et parmi les membres fondateurs, il y a d'ailleurs la principale de Kanel, Maria Madia, qui va intervenir certainement, qui était la conseillère pédagogique. Et là, l'objectif, c'était de maintenir les élèves de la 6e à la terminale. Donc, c'est pour cela que l'association qui a été reconnue à Matam s'appelait CAP-BAC, donc le CAP au baccalauréat. Ça, c'était un peu pour sensibiliser, donc avant que les filles ne puissent être mariées, parce que le principal levier, c'était les mariages. Donc, c'est une zone aussi assez particulière, peut-être que Mariama pourra y revenir dans les détails. Alors, le deuxième point que je considère comme point de bascule était lié aussi à mon changement de statut. Parce que à partir de 2004, j'étais devenu inspecteur de l'enseignement secondaire établissement du scolaire. Donc, on appelle communément les inspecteurs du scolaire. Alors là, on avait revu un certain nombre de choses concernant la vie scolaire et il fallait changer le texte. Alors, j'ai eu la chance de faire partie de la commission technique au niveau national. Et en 2007, il y a une autre note prise pour justement permettre aux filles de poursuivre leur scolarité, même si elles tombent en état de grossesse.
Donc, l'interruption ne peut intervenir que quand la sage-femme ou la gynécologue indique que l'élève ne peut plus suivre. Alors, en même temps aussi, on a pu créer au niveau du ministère de l'Éducation nationale ce que nous appelons l'observatoire de la vulnérabilité à la déperdition scolaire. Donc, la déperdition scolaire, c'est l'équivalent de ce que vous appelez le décrochage scolaire. Alors, donc, ça permettait de prendre tous les types de vulnérabilité, y compris, bien entendu, les mariages grossesses, les mariages précoces, les grossesses non désirées précoces, etc. Alors, mais là, ce qu'il faut dire, c'est que nos établissements manquent énormément de personnes capables d'accompagner les élèves mères, comme on les appelle ici. Parce que pratiquement, il n'y a plus d'assistants sociaux au niveau des établissements. Les psychologues conseillers sont très souvent plus préoccupés, ils sont insuffisants. Et très souvent, ils sont plus dans les orientations que sur l'accompagnement psychosocial. Alors, donc voilà les lignes objectifs ou ce qu'est de l'institution. Par contre, il y a eu beaucoup d'autres partenaires qui interviennent dans la sensibilisation, qui interviennent plus particulièrement dans, comment on appelle encore, la santé de la reproduction des adolescents, donc en milieu scolaire. Et là, je fais partie d'une ONG qui s'appelle le GEP, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, qui s'est distingué véritablement par ce travail de sensibilisation en mettant presque partout dans les établissements du Sénégal des clubs qu'on appelle des clubs à l'éducation à la vie familiale, des clubs EVF, et ensuite également un ancrage au niveau des académies pour essayer quand même de documenter un peu les activités. En particulier, de créer, n'est-ce pas, donc, une cellule de collecte de données pour pouvoir au moins avoir une idée des process qu'on rencontre au niveau des établissements. Ainsi, pour faire vite, de 2016 à maintenant, il y a au moins, bon, j'ai les statistiques bien entendu, mais il y a au moins 1200 à 1300 cas de grossesse enregistrés par année. Bon, ça c'est factuel. L'autre chose, c'est que également, au niveau de la santé, il y a les enquêtes démographiques et de santé qui ont démontré que pour les femmes, bon, je précise que les cas de grossesse concernent la tranche d'âge entre 12 et 19 ans. Alors, pour dire que le problème est réel dans nos établissements, l'enquête démographique de la santé avait indiqué que toutes les femmes âgées de 15 à 19 ans, les 15% ont une vie procréative, les 11% ont une naissance vivante, et les 4% enceintes de leur premier enfant. Alors, quand on voit la tranche d'âge, on voit parfaitement que une très bonne partie se trouve dans le milieu au niveau du système éducatif. Alors, et là également, quand on regarde des indicateurs comme le taux brut de scolarisation ou bien les taux d'achèvement au niveau des filles, on voit qu'il y a énormément de déperdition. Parce que si au niveau de l'élémentaire, d'après l'Agence nationale de la démographie et de la statistique de 2024, publiée cette année, le taux but de scolarisation à l'élémentaire est de 92,9%, mais le taux d'achèvement à l'élémentaire, 69,9%. Donc, il y a déjà beaucoup de pertes. Il n'est pas dit que forcément qu'il y ait au niveau des grossesses, mais au niveau du moyen secondaire, là, c'est plus préoccupant parce qu'il n'y a que 54,8% des filles qui ont entre 12 et 15 ans qui sont à l'école. Et parmi elles, 42,4% seulement terminent les études. Et ça baisse
pour ce qui est des lycées. C'est-à-dire qu'entre 16 et 18 ans, 19 ans, il n'y a que 35 filles qui sont dans le système éducatif et il n'y a que 28% qui terminent. Alors, c'est juste pour dire que le phénomène est là préoccupant, mais malheureusement, s'il y a l'observatoire de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, s'il y a la possibilité pour la fille de continuer ses études, s'il y a également des organisations qui essaient de sensibiliser, il n'y a pas véritablement un dispositif spécifique dans et en dehors du système pour pouvoir accompagner les élèves. Il y a 3 ans, j'ai fait partie de consultants qui ont élaboré justement une stratégie zéro grossesse pour 3 ans, pour justement le compte du GEP. Mais malheureusement, bon, voilà, le document est prêt, mais certainement, les gens recherchent des financements pour mettre ça en œuvre. Donc, et dans l'étude également, on a vu que les questions étaient plus complexes. Donc, et véritablement, c'est un problème. Maintenant, le dernier élément que je voulais souligner, c'est que, en termes de profil, évidemment, chez nous, comme on dit, autre pays, autre mœurs, les filles viennent des familles. Et l'autre chose aussi, c'est que la grossesse hors mariage, jusqu'à présent, n'est pas bien perçue dans les familles. Alors, ce qui fait que les filles qui tombent en état de grossesse, si elles ne sont pas mariées, elles vivent cet isolement-là dans la famille. Elles vivent également la stigmatisation au niveau de la société. Bon, même si cela baisse un peu, mais l'isolement, il est réel, n'est-ce pas, donc au niveau des familles. Ensuite, également, les consultations prénatales se font tardivement parce qu'on a tendance soit à simuler, à dissimuler la grossesse, et parfois il y en a même qui tentent de faire un avortement. Parce qu'il faut dire aussi que l'avortement n'est pas légalisé au niveau du Sénégal. Alors donc, pour ne pas faire long et permettre aux autres également d'intervenir, voilà un peu ce que je pouvais dire pour cet accompagnement-là, au niveau en tout cas de l'institution scolaire. Et là, il y a plus de travail de sensibilisation. Il faut dire que véritablement un dispositif d'accompagnement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Alors donc, je voudrais en fait exprimer vraiment tout le plaisir pour participer, pour avoir été invité à participer à ce webinaire, et également de prendre conscience de ce dispositif qui me semble essentiel et que peut-être, voilà, les territoires des Yvelines, également du Sénégal, du Bénin et du Togo, certainement pourraient échanger pour voir un tout petit peu comment mutualiser cette expérience. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cet apport. On a une question de Monsieur Maurice. Non, je me suis trompé, je voulais applaudir. Merci pour l'intervention. Merci Jordan, c'était une belle participation. Merci beaucoup. Par contre, il y a des questions donc, à l'écrit. Oui. Pour l'équipe du SAMI, donc quand vous dites sortie, donc je comprends que c'est le moment où vous arrêtez l'accompagnement. Comment est-ce que vous définissez cela? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, en fait, l'accompagnement, il est possible pendant 2 ans. 2 ans, il semble que c'est quand même un temps assez long et ça permet aussi à d'autres jeunes femmes de pouvoir être accompagnées puisque nous, on accompagne 25 jeunes femmes en file active, c'est-à-dire 25 jeunes femmes en même temps. Si on sort jamais les jeunes femmes, finalement, il n'y en a jamais d'autres qui peuvent arriver aussi. On fait un gros travail d'autonomisation pour que les jeunes femmes, elles sachent où se diriger. Alors, quand est-ce qu'on peut mettre fin à un accompagnement? Le plus souvent, c'est plutôt la jeune femme qui met fin à l'accompagnement elle-même, si par exemple, elle a obtenu son diplôme, elle est entrée dans l'emploi,
où elle a décidé finalement de pas reprendre la scolarité. En tout cas, les critères pour être accompagnée, c'est vraiment de vouloir poursuivre sa scolarité ou de la poursuivre dans un établissement qui dépend de l'éducation nationale. S'il y a une jeune femme qui venait à rentrer à la faculté, par exemple, elle ne rentrerait plus dans nos critères. Donc, c'est en fonction des critères et des situations des jeunes femmes qu'on voit si l'accompagnement il se poursuit ou non. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Raïssa, si tu veux prendre la parole. En attendant, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Raïssa, vous avez également une autre question. Vous avez vu? Je propose que Lisa réponde, si elle est d'accord. Super. Merci Stéphanie. De rien, Raïssa. Non, Lisa, je ne sais pas si elle m'entend. Si, je suis là. Je vais bien répondre, mais j'ai peur de ne pas être assez précise. Enfin voilà, tu me compléteras si je me trompe. Ouais. Mais effectivement, on ne fait pas vraiment de prévention auprès des jeunes femmes, en tout cas pas en amont. Sur la notion justement du risque entre guillemets, alors je sais pas si on peut employer ce terme-là, mais de la possibilité de grossesse ou pas, etc. Parce que ça fait pas partie de nos missions justement de faire de la sensibilisation auprès des jeunes femmes. Par contre, on va à la rencontre de tous les services partenaires, des établissements scolaires, justement des services de périnatalité, des lieux d'hébergement, d'aide sociale à l'enfance, pour que les services aient connaissance de notre dispositif, mais pas directement les jeunes femmes. Parce que voilà, on se dit que peut-être ça pourrait avoir un effet contre-productif et ou qu'on est aussi peut-être pas formé à la question de la sensibilisation et de la prévention d'éventuelles grossesses. Et puis aussi, il me semble que les raisons pour, enfin, comment dire, non, j'allais sur un terrain un peu houleux là, Ouais. Mais est-ce que je peux, oui. Ouais. Ce que je peux dire, nous, c'est que voilà, si nous, on n'est pas formés, par exemple, à faire directement de la prévention ou autour de la grossesse, de la contraception, etc., dans nos actions collectives, on peut faire intervenir des intervenants. Et ce qui est le cas, hein, donc on peut faire intervenir le planning familial, des sages-femmes de PMI, d'autres professionnels qui sont là pour apporter des réponses aux questions des jeunes femmes ou simplement des informations. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un atelier de ce type, c'était en décembre, et c'était très intéressant puisque les jeunes femmes, elles ont pu découvrir aussi plus en détail l'anatomie féminine avec une sage-femme et une conseillère conjugale et familiale, ainsi que tout ce qui était question sur la contraception, le consentement, etc., etc. Donc voilà, on essaye de mettre des choses en place, mais quand on estime ne pas avoir la formation adéquate, on fait plutôt intervenir des intervenants extérieurs. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il nous arrive parfois, d'aborder la question de la contraception avec des jeunes femmes qui aborderaient le sujet avec nous et de les conseiller, justement, de les réorienter vers les services, en disant, voilà, si on voit, pour un exemple, voilà, j'ai une jeune femme qui a essayé un mode de contraception qui apparemment ne lui convient pas, donc qui est un peu compliqué, donc je l'ai invitée à retourner voir sa sage-femme pour en parler avec elle, voir si d'autres modes de contraception pourraient mieux lui correspondre. Je vais juste donner les exemples en lui disant, voilà, moi je suis pas habilitée et formée pour vous expliquer chaque modalité, enfin mode de contraception, mais par contre, effectivement, ça vient peut-être de là, donc ça peut être utile de revoir un professionnel. Oui, réorienter, faire un professionnel de santé, oui. Ok, merci. Merci. Il y a une question, Monsieur Bédé. Bonsoir mesdames, bonsoir à tous. Merci de me recevoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Donc, je suis Laureano Bédé, je suis directeur exécutif de UFO Challenge, qui est une ONG qui intervient justement dans le sens de l'autonomisation socio-économique des jeunes et de l'accompagnement dans les cas de violences basées sur le genre. Nous sommes au Bénin, dans le département du Mono notamment. Je vous remercie déjà pour la présentation de ce dispositif-là. En effet, comme l'a dit le prédécesseur sénégalais, effectivement, dans beaucoup de pays, il n'y a pas encore de tels dispositifs. Mais il y a des efforts qui sont faits, notamment à travers la mise en place de structures institutionnelles comme l'Institut national de la femme et comme les guichets uniques de protection sociale qui assurent cette proximité en termes d'accompagnement. Mais le gap est toujours là parce que les localités sont vraiment ruralisées et il n'y a pas, j'estime, assez de personnel, de professionnels en termes d'accompagnement, surtout psychologique. Ça, c'est le premier élément sur lequel je voudrais attirer notre attention. Le deuxième point, pour faire suite à la question de Madame Raïssa Chafa tout à l'heure, c'est que j'estime effectivement que la question de la prévention, de la sensibilisation, elle est très importante, surtout dans le contexte ouest-africain, où nous avons une prédominance de normes socioculturelles qui ont des effets fortement négatifs
déjà sur l'adolescente, sur l'adolescent aussi, et qui amène les adolescentes elles-mêmes à développer une certaine ignorance continue de leurs droits, mais également des dispositions qu'elles pourraient prendre pour éviter de se retrouver prises au piège. Par exemple, justement, les questions de santé sexuelle et reproductive, elles ne savent pas vraiment de quoi il est question. Et ça, combiné à la précarité économique, fait que le premier venu qui propose peut-être une certaine somme ou certaines incitations matérielles ou financières, voilà, elle se retrouve enceinte. Et ce n'est pas seulement dans les écoles, dans les collèges, mais c'est également dans les lieux d'apprentissage, notamment avec les apprentis. Et il y a une forte vulnérabilité combinée. D'abord, elles sont des filles, elles sont des mineurs, elles sont généralement pauvres, dénuées de ressources parce qu'abandonnées par les parents, et elles doivent se retrouver en situation de décrochage scolaire quand elles vont à l'école, ou parfois de décrochage dans les lieux d'apprentissage. Donc, un dispositif comme le vôtre pourrait très bien Ouest africain, celui du Bénin, mais en y ajoutant non seulement pour éviter que de telles situations ne soient créables, mais que les dispositions, les dispositifs Mince, on n'entend plus. Oui, on ne vous entend plus, Monsieur Bédé. La connexion à la fin était... Ceux-là qui peuvent assurer le lien entre les institutionnels qui sont dans les localités et les communautés rurales qui sont à la base. Donc, voilà, je sais qu'il y a les professionnels donc, de l'enseignement, les professionnels de la protection sociale, sanitaire sur ce webinaire dans le département et pourront également apporter d'autres éléments de preuve. Merci encore à vous. Merci. Merci. Effectivement, il y a dans le chat une personne, alors, je suis pas très douée, donc je ne sais pas qui a écrit, mais effectivement au Togo, concernant la prévention de grossesse en milieu scolaire, donc le ministre de l'Éducation avait sorti une loi qui pénalise toute personne ayant en santé toute fille qui n'est pas majeure dans le milieu scolaire, qui protège donc ces jeunes filles. Ce qui fait que les grossesses en milieu scolaire ce nombre de grossesses a pu diminuer un petit peu. Donc, c'est vrai, alors je peux prendre la parole. En France, il y a effectivement des interventions qui se font auprès des jeunes lycéennes, par des conseillères conjugales ou des sages-femmes de centres de santé sexuelle. Il y avait d'ailleurs eu un webinaire sur ce sujet, et je crois qu'il y en aura un prochain. Pour justement cette prévention au-delà des grossesses, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles et du respect de soi, le respect de l'autre aussi également. Alors, je pense qu'il y a une autre Maria Madia. Vous avez une question? Oui, c'est juste une petite contribution. Et à la suite de ce que vient de dire Alassane Beng, exactement, c'est la même chose que nous vivons. Donc, en tant que chef d'établissement, je peux dire que c'est mon quotidien. Donc, Madame, vous êtes dans quel pays? Oui. Vous exercez dans quel pays? Sénégal. Merci. Au Sénégal, dans la région de Matam. Je suis à Kanel présentement. Voilà, je disais que c'est le vécu d'une chef d'établissement. Donc, il ne se passe pas une année sans que nous soyons confrontés à ces genres de choses. Seulement, avant de parler de prévention, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de la sensibilisation. Et souvent, comme c'est des filles mariées, donc on n'y peut rien. Et la plupart du temps, c'est l'élève même qui vient demander une autorisation d'absence pour aller se marier. Donc, vous voyez un peu ce que c'est. Et maintenant, s'il advient une grossesse, on ne peut pas renvoyer l'élève. On lui permet quand même de faire tout. Maintenant, si sa grossesse approche à terme, là, elle prend ses congés à elle. Maintenant, après accouchement, elle revient avec un certificat d'accouchement. On peut la reprendre si c'est pas la fin de l'année, mais seulement, il n'y a pas de dispositif pédagogique qui lui permettre quand même de rattraper les cours qu'elle a déjà perdus, les évaluations qui ont été faites après elle. Bon, pour la petite anecdote,
en plein examen de défaite. Une de mes élèves était en plein travail. Alors, elle était en travail. Donc, j'étais obligée de venir et demander au président du jury de la laisser. Je l'ai amenée au niveau du district sanitaire de Canel. Heureusement que c'était pas loin. Et elle a accouché dès l'entrée. Donc, pour si peu, elle allait accoucher en classe. Et là, elle a une fille. Maintenant, bon, d'office, la fille porte mon prénom, c'est Mariam. Mais malheureusement, j'ai tout fait pour qu'elle revienne continuer, mais c'était pas possible. Et il y a pas longtemps aussi, j'ai eu une fille. Au niveau de l'école, elle a accouché. Au bout de 2 semaines, elle a perdu son enfant. Mais juste là, elle n'arrive pas à reprendre les classes parce que elle a un problème bon, c'est un peu traumatisant. Et puis, il y a sa belle-mère aussi qui n'accepte pas qu'elle revienne en classe. C'est dire que nous n'avons pas d'accompagnement. Voilà, au moins, celle-là a besoin d'un psychologue ou bien d'un conseil. Je ne sais pas moi, d'une assistance, mais ça nous manque vraiment. Donc, le peu qu'on peut faire, c'est de reprendre les filles. Une fois qu'elles reviennent, on les reprend. Voilà, s'il y a des examens de remplacement, on essaie de les inscrire. Mais c'est malheureux, il n'y a pas dans le système éducatif, il n'y a pas cet accompagnement. Et aussi, on ne peut pas aussi empêcher les filles de se marier parce qu'elles-mêmes, la plupart, elles sont consentantes. Parce que nous sommes dans une zone à forte pesanteur sociale, arrivée à un certain âge, déjà à 20 ans. Je dis que c'est une fille, la fille est déjà vieille et elle risque de ne pas se marier. Donc, il y a l'équation du mariage et il faudrait aussi qu'elle se case et aussi il faut continuer ses études. Donc, malgré les politiques éducatives de l'État du Sénégal qui favorisent les filles, souvent elles décrochent en plein chemin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, un plaidoyer pour terminer. CAPBAC, vraiment, c'était une association qui a vraiment eu à faire beaucoup de choses dans ce domaine. Mais là, vraiment, on est un peu dans une grande léthargie, faute de moyens, bien sûr. Maintenant, si vous pouvez faire un geste à notre endroit, ce serait bien. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage. Moi, j'avais une question. Donc, je suis sage-femme de PMI. Ça, je ne me suis pas présentée, mais on est présente avec Marie-Odile à chaque webinaire. Et je m'interrogeais, je pense que Svetlana est présente, qui est sage-femme également. Les sages-femmes ne peuvent pas faire des interventions comme on le fait en France? Bon, ici, en général, il n'y a pas de programme établi. Mais tant qu'ils sont présents en consultation prénatale, aujourd'hui, j'ai eu des possibilités de voir une fille qui est venue à 1 mois et demi après l'accouchement. Elle avait 17 ans. Je l'ai fait consulter durant la grossesse et par la suite, elle a accouché donc sans problème. Mais toujours, adolescents, ils sont accompagnés par membres de sa famille. La plupart du temps, c'est les grands-mères. C'est ça. Et ils arrivent déjà, soi-disant, avec un soutien familial. Je n'ai pas franchement eu quelqu'un qui voulait se débarrasser parce que ce n'est pas la politique au Sénégal. Ici, interruption volontaire et interdite. On essaie d'accompagner jusqu'au bout. Oui. Pour avoir mère en bonne santé, enfant vivante aussi en bonne santé. Oui, mais c'est vrai que c'est important aussi, parce que comme vous disiez, parfois les grossesses sont cachées. Et, mais j'imaginais par rapport à la prévention, c'était ma question, c'était aussi par rapport à la prévention qui peut parfois être, qui pourrait être faite comme nous en France, voilà, abordée dans les écoles. Mais comme vous dites, il n'y a pas de programme. Une de mes collègues, il est à Casamance. Il est de formation sage-femme, mais par la suite, il était recruté par l'État. Et la plupart des choses à les confier, c'était entretien avec les écoles. Voilà, parler des grossesses non désirées ou des mariages précoces. Ça existe, les programmes, mais ce n'est pas tous les partis du Sénégal qui sont formés pour ce type d'activités. Ils m'ont envoyé même souvent
les vidéoprogrammes enregistrés ou bien même participation à audio sur la radio, les programmes qui sont désignés exactement pour sensibiliser les filles, ça existe. Mais là où nous sommes dans notre environnement tout autour de Thiès, je n'ai pas eu plus de témoignages qui prouvent que c'est vraiment un programme national soutenu. Et comme le précise effectivement Monsieur Bédé, j'étais en train de lire ce qui notait, donc il est important d'insister sur la réinsertion à travers les activités génératrices de revenus. Donc cela offre un espace de remise en confiance et de prise en charge de la jeune mère par elle-même, après l'arrêt de l'accompagnement, le soutien psychologique est tout aussi important. Et tout à l'heure, effectivement, je crois que c'est Madame Dia qui expliquait que malheureusement une des jeunes filles avait perdu son enfant. C'est vrai que c'est important de pouvoir accompagner. Après, c'est un traumatisme de pouvoir accompagner ces mamans, ces jeunes, voilà. En plus, voilà, très jeunes. Donc pas pas toujours des professionnels dans les milieux ruraux, et formation des associatifs serait une solution d'appoint. Ouais. Donc à réfléchir. Bon, je vois le temps qui passe. C'est vrai que c'était beaucoup d'échanges, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, remarque, apport de témoignage? Madame Dia? Je crois qu'il y a le docteur Farel Adé aussi qui a levé la main. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Ah bah oui, très bien. Donc, docteur Adé aussi? Oui, bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup pour la présentation. Ça a été une très belle présentation, même si je n'ai pas pu tout suivre de bout en bout. Par ailleurs, j'ai une petite préoccupation que je voudrais soumettre là tout de suite. J'ai beaucoup plus eu droit à des actions envers les mères, mais qu'en est-il des enfants ou des nouveaux-nés qu'on retrouve par exemple où les parents ne sont pas connus, ou malheureusement les parents ou la mère serait décédée et qu'on n'aurait pas d'informations sur la famille paternelle et tout ça. Généralement, ces enfants sont gardés au niveau de l'hôpital de zone avec les soins en continu en attendant que l'administration fasse son service et que le juge des mineurs ne décide. Mais est-ce qu'il y a des actions pour quand même accompagner ces enfants aussi dans le programme? C'est un peu ma question ou un peu ma préoccupation. Merci. Vous parlez par rapport à notre service, le SAMELI, c'est bien ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc nous, on a comment dire, fort heureusement, j'espère que ça restera comme ça, il nous arrive très peu de situations où les mères meurent et les enfants meurent, ou l'un ou l'autre, je veux dire. Par contre, on a un protocole un peu particulier pour les jeunes femmes qui voudraient accoucher sous X. Ça veut dire qu'ici en France, il est possible, jusqu'à la naissance, d'accoucher d'un enfant et de le confier. Donc là, on a un protocole spécifique où on accompagne la jeune femme, mais de l'ordre de 3 à 4 rendez-vous pour mettre en place les aménagements nécessaires pour qu'elle puisse poursuivre sa scolarité. Autrement dit, par exemple, aménager le planning, l'inscrire à la deuxième session des examens ou la distance de stage, enfin bref, tout ce qui serait possible pour l'aider à poursuivre sa scolarité. Et bien sûr, on va l'orienter vers tous les services qui pourraient l'aider, les services sociaux, les services médicaux. On la met en lien, on peut l'accompagner, mais on va pas travailler tout ce qui est en lien avec la parentalité, on va pas lui proposer les actions collectives, parce qu'elle a fait son choix qu'on doit respecter. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Ça peut aller. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'il y a une autre question. J'ai cru voir. Oui, Monsieur Ounleli. Désolée si j'écorche votre nom. Non, il n'y a pas de problème. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que j'ai rejoint le webinaire un peu en retard, mais j'ai bien suivi. Je voudrais aborder plutôt dans le même sens que le Dr Farel, parce que je ne sais pas s'il y a un protocole. Moi, je vais comme une question pour ouvrir quand même cette possibilité. Je ne sais pas s'il y a un programme ou s'il y a une aide pour ces enfants-là, parce que
les enfants, les mamans reçoivent bien d'aide, mais je ne sais pas s'il y a un programme qui peut s'occuper de ces enfants-là, parce que moi, j'ai fait un travail sur la transmission intergénérationnelle des souffrances, des traumatismes des parents aux enfants. Vous voyez, des mères à l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour les enfants? Qu'est-ce qui est fait pour ces enfants? Parce qu'après, les enfants vont grandir avec beaucoup de problèmes psychologiques, et après, il va falloir qu'on mette encore des procédés pour les aider. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui pourrait être fait à la base pour aider ces enfants-là, pour qu'après, on n'ait pas toujours à reprendre le même travail sur les adultes, alors que ces mêmes adultes qu'on a se retrouveraient peut-être en prison, parce que j'ai aussi fait un travail avec les jeunes en prison, dans la délinquance juvénile. Donc, c'est de prévenir, en fait. C'est de prévenir. Quel est ce protocole ou ce travail qui est fait pour pouvoir aider ces enfants? Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que nous, l'accompagnement qu'on propose, il est principalement en tout premier lieu adressé pour la mère, dans l'intérêt de la mère. Mais on estime qu'en soutenant la mère, on vient soutenir l'enfant aussi. Les coordinatrices et les psychologues, et même moi, lorsque je participe aux actions collectives, on est beaucoup dans l'observation, dans le soutien. Et si vous voulez, on va essayer d'accompagner la création du lien entre la mère et l'enfant. Et c'est ça aussi un peu toute la base, selon nous, de la vie. Donc, Inès, qui pourra, si vous voulez, en dire plus à ce sujet, va être particulièrement attentive au développement de l'enfant, et on va vraiment travailler avec les services partenaires pour voir vers quel service on pourrait orienter s'il y a des besoins. Mais après, si vous voulez, nous, notre spécialité, c'est vraiment de travailler, de lutter contre le décrochage scolaire, de favoriser l'insertion et de faire une veille autour de la parentalité. Mais on n'est pas habilité à faire toutes les missions. On est là vraiment pour faire un diagnostic, poser des observations, orienter et soutenir. Je ne sais pas si Inès, tu veux rajouter quelque chose, ou même d'ailleurs Lisa ou Marie à ce sujet. Oui, au niveau de l'accompagnement psychologique, c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait justement autour de ce lien pour qu'il puisse y avoir un accordage entre la mère et son bébé. Après, sur les questions des transmissions, en fait, ça joue beaucoup au niveau de la mère, du vécu, enfin, le fait qu'elle puisse aussi, mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, faire des liens avec elle, sa façon de rentrer en relation avec l'enfant. Donc déjà, on va dire qu'il y a un petit nettoyage, entre guillemets, qui peut se faire à ce niveau-là. Après, au niveau de l'enfant aussi, ils sont encore petits. Ça peut être de ce qu'ils entendent, de la façon dont les mères parlent d'eux aussi en leur présence, de la façon dont elle va les regarder. Donc en fait, en améliorant leur rapport, l'enfant va mieux se développer, entre guillemets. Mais après, c'est vrai que ça se joue beaucoup avec les partenaires. Si on voit qu'il y a une relation de trop insécurisante, ou qu'il y a des troubles des fois qui peuvent apparaître chez les petits, dans ce cas, il peut y avoir des services de pédopsychiatrie qui vont parfois eux-mêmes travailler le lien mère-bébé pour justement essayer de compenser ça, vu qu'on sait que c'est des âges où il y a un très grand potentiel justement de résilience chez les enfants. J'avais coupé mon micro. Merci pour votre réponse. Je pense qu'on va clore. On va clore ce webinaire qui était effectivement très intéressant et avec des échanges riches. Merci à tout le monde. Merci à vous. Et écoutez, on se retrouvera dans quelques semaines pour un autre webinaire. Bonne soirée. Pardon, j'aurais une petite question avant que ça se termine. Tout à l'heure, il y a eu plusieurs intervenants qui ont parlé des services dans lesquels ils travaillaient, ou des associations, ou des ONG. Oui. Est-ce qu'éventuellement, il sera possible que leur contact puisse nous être transmis, ou qu'on puisse les récupérer d'une manière ou d'une autre? Tout à fait. Alors moi, j'ai noté, je pense que Madame Ami également a les contacts, on va vous les transmettre, mais j'avais noté effectivement, les différentes personnes. Oui. Oui, je vous transfère les éléments. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Avec